pense que tout doucement, il y aura encore des gens qui vont nous joindre. Et pour profiter du temps, et peut-être on va commencer. Ok. Voilà, alors je vais d'abord éteindre le micro. הסעדי בריה, תשעה יחד, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית. Voilà, Michel, on va arrêter de chanter? j'arrête. Super. Et, Alors, voilà. Oui. Alors, on commence tout de suite avec les diapos. Je sais pas, monsieur le grand rabbin faisait une présentation générale, je crois. Voilà. Alors, je remercie Yoav de m'avoir convié à participer à cette émission. Je crois que la dernière remonte à quelques mois, où c'était vraiment parmi les premières émissions qui avaient été lancées sur le patrimoine. Je pense que, Yoav, tu n'imaginais pas à l'époque que ça aurait un succès aussi retentissant. oui. Et donc, je crois qu'à l'approche de Pessah, c'est vrai qu'il est très sympathique de se replonger dans les minagim traditionnels de la fête, surtout peut-être d'une des fêtes les plus symboliques et celle qui est peut-être l'une des plus riches en termes de minagim, de tradition. Et c'est sans doute aussi lié au fait que Pessah, notamment avec le Seder, qui est une soirée extrêmement riche en étapes, nous donne justement l'occasion et l'opportunité de pouvoir multiplier ces minagim. La particularité aussi de Pessah, on le sait, c'est que c'est une fête qui ne se vit pas uniquement à l'instant T, à l'instant de Pessah, mais qui se prépare bien en avance. Et ça, c'est une particularité que l'on ne connaît pas pour les autres, spécialement pour les autres Yamim Tovim, peut-être à l'exception de Sukkot, où il fallait bien sûr construire la Souka quelques jours avant la fête de Sukkot, mais on ne connaît pas de préparatifs particulier, spécifique pour une fête comme la fête de Shavuot ou comme la fête de Purim ou la fête de Hanouka, si ce n'est éventuellement que de commencer à préparer en avance pour Purim, peut-être la veille de Purim, les beignets traditionnels de Purim que l'on servait en Alsace, ou pour Hanouka, éventuellement préparer ce qui sera nécessaire à l'allumage de la Hanoukia. À Pessah, il y a d'autres préparatifs d'une importance beaucoup plus importante. Je pense bien sûr au ménage de Pessah, je pense à la préparation des matzot, des choses qui se préparent longtemps en avance et qui donc ont donné l'occasion aussi à de nombreuses coutumes, donc bien différentes en fonction des régions. Celles qui nous intéressent, bien sûr, ce sont les coutumes alsaciennes ou en tout cas d'Alsace-Lorraine, de notre région. Et c'est la raison pour laquelle, Yoav, tu m'as proposé, lorsque tu t'es adressé à moi et que je t'ai dit que j'étais loin d'être un spécialiste, même si j'ai bien sûr des souvenirs aussi dans mon enfance de seder traditionnels alsaciens, je dois avouer ma faute aujourd'hui, que je ne suis plus véritablement dans ma manière de célébrer le Seder aujourd'hui à 100%. D'ailleurs, je tremble parce que je sais que mon père est en train d'écouter aussi, donc il confirmerait s'il ouvrait son micro que je m'inscris plus à 100% aujourd'hui dans la tradition alsacienne, mais je me suis vraiment inspiré un petit peu de tous les endroits dans lesquels j'ai pu passer Pessah. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai été amené à passer Pessah un petit peu partout, à la fois en Israël, à Paris, à Anvers, lorsque j'ai habité à Anvers, à Toulouse, aussi pétri aussi d'une tradition séfarade, puisque j'ai une maman séfarade et donc je connais bien aussi la tradition séfarade de Pessah et du soir du Seder. Ce qui fait que mon Seder aujourd'hui ne ressemble plus, je ne peux pas dire en rien, mais en tout cas ne ressemble plus vraiment à un Seder traditionnel alsacien. Et donc, on a proposé à notre ami Alain de pouvoir m'accompagner tout au long de cette émission pour justement intervenir et nous rappeler quels étaient les véritables minagim alsaciens de ces différents préparatifs de Pessah et de la soirée du Seder en elle-même. Donc, je le disais, Pessah commence avec bien sûr le traditionnel ménage de Pessah, le Pessah Putz, qui va occuper, alors peut-être plus traditionnellement à l'époque, et en tout cas j'ai la fierté aujourd'hui de dire que je prends part activement à ce ménage. Je pense qu'à l'époque, les hommes ne participaient pas spécialement, on laissait un petit peu toutes ces tâches sur les épaules de la femme du foyer. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire participer tout le monde, notamment les enfants. Moi, je suis toujours émerveillé de voir à quel point les enfants prennent part aussi à ces préparatifs et à ce ménage. On les responsabilise et ils essayent aussi de prendre part, de ranger leur chambre, d'aider à tous ces préparatifs. Donc, à la fois le ménage et puis le traditionnel va-et-vient pour ranger
la vaisselle de l'année à porter la vaisselle de Pessah, qui n'est pas toujours à portée de main. Hein. Certains ont la chance de l'avoir dans un placard à côté, à quelques mètres de la cuisine. D'autres doivent descendre chercher la vaisselle à la cave. Donc, ça donne souvent l'occasion à beaucoup de remue-ménage. Et ce que j'ai appris, Alain, je ne savais pas, je l'ignorais, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de commencer à faire ce ménage et à commencer en tout cas les préparatifs de Pessah à l'approche donc de la fête de Pessah, c'est-à-dire juste après Pourim ou éventuellement pour certains peut-être un peu avant Pourim, mais vu qu'à Pourim, on va souvent partager encore de grands repas qui vont faire beaucoup de miettes, il est rare que l'on commence déjà à s'attaquer à la maison avant. J'ai donc lu, Alain, que dans la tradition alsacienne, les préparatifs de Pessah commençaient déjà bien plus tôt, même aux alentours de la fête de Hanouka. Oui, effectivement, les préparatifs en fait commencent déjà juste après Hanouka, puisqu'à cette époque-là, on gavait les oies pour qu'il y ait du foie gras et de la graisse d'oie à Pessah, puisque c'est des ingrédients qui sont indispensables à Pessah. Et puis, comme vous disiez, le Peiserputz, le nettoyage de Pessah, commençait aussi très tôt, pratiquement un mois avant Pessah. Et puis, c'était dans les maisons juives d'Alsace, dans la campagne, c'était vraiment le branle-bas de combat, comme ça a été décrit, par exemple, par un poème d'un monsieur Weil de Hirsigen. Je vous dis juste deux paragraphes. C'était en judéo-alsacien, mais je vous le dis en français. Oh, comme je suis donc si content que les Peiserwoche, les semaines de Pessah, soient de nouveau là. Ici, tout est nettoyé à la perfection et tout doit resplendir comme au jardin d'Éden. C'est ce qu'on nomme les vraies semaines de Pessah. Pour dire la vérité, chez moi, tôt le matin, on sonne le réveil à 4h15. Alors on frotte, on nettoie. Avec ça, je jure que je ne gèle pas. De l'extérieur, on croirait qu'un régiment de chasseurs est en exercice. Le salaire est si grand grâce à cette mitzvah, c'est ce qu'on nomme les vraies semaines de Pessah. Quand le mari doit manger sa soupe dans la cour et que 3 semaines avant Pessah, il n'a déjà plus le droit d'aller dans la salle à manger, qu'il se dit qu'il n'est pas vraiment un imbécile et qu'il déambule dans toute la maison avec les chaussures à la main. Et l'épouse est pardonnée si dans la précipitation, elle a brûlé le repas. C'est ce qu'on nomme les vraies semaines de Pessah. C'est pour montrer combien la maison était nettoyée de fond en comble pendant toutes ces semaines. Une petite question, Alain, ça veut dire que pendant un mois, au moins, on ne rentre pas à la maison avec des chametz? Pendant un mois, petit à petit, toutes les chambres sont condamnées, de telle sorte qu'à la fin, on mangeait plutôt dans la cour ou dans un endroit un peu à l'abri. D'accord. Excusez-moi, je voudrais juste témoigner que j'ai vu également, quand j'étais plus jeune, les familles faire comme Alain vient de le dire, et notamment M. Roté, le père de Michel. Oui, tout à fait. C'est inimaginable la façon dont il faisait le Peiserputz. Alors là, Michel, tu pourrais nous en parler un petit peu. Hein. C'était incroyable. Ah oui, parfait. Oui, mais c'était vraiment la tradition. Moi, je me rappelle de mes grands-parents, de mes grands-mères, les deux. C'était vraiment tout un travail de fond en comble. Il fallait rien négliger. Et il fallait que la maison soit vraiment débarrassée de tout chametz dans les endroits les plus petits qui pouvaient exister. Effectivement, à partir de Pourim, c'était ce qu'on peut appeler les grandes manœuvres. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, je pense que ça n'a pas trop changé. Je sais qu'il y avait une tradition vraiment qui m'a souvent été rapportée par les Juifs d'Afrique du Nord. Je ne sais pas si ça existait aussi en Alsace, mais chez les Juifs d'Afrique du Nord, on allait carrément jusqu'à repasser de la chaux sur les murs. Et ça faisait partie vraiment intégrante finalement du ménage de Pessah. Donc, c'était beaucoup plus qu'un ménage. C'était presque une réfection de la maison où on en profitait aussi pour presque refaire de grands travaux d'intérieur. Je ne sais pas s'il y avait une tradition similaire en Alsace, mais ce qui montre en tout cas à quel point
dans les finalement 4 coins du monde, le peuple juif a toujours pris soin au travers des générations, à accorder une importance particulière à se débarrasser de ce Hametz. Et finalement, j'ai remarqué que les préparatifs de Pessah sont presque plus importants que la fête de Pessah elle-même. On s'impliquait presque plus encore pendant les préparatifs que pendant cette fête qui, au fond, ne dure que 7 jours en Israël, 8 jours en dehors d'Israël. Mais en tout cas, on a dit, puisque les préparatifs commencent un mois, voire un peu plus avant, on passe plus de temps à préparer la fête qu'à ne la vivre pendant donc, cette semaine particulière. Et puis, il faut dire aussi que déjà, à partir de Hanouka, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas de matzot. Donc, les matzot, leur fabrication et leur cuisson commençaient aussi peu après Hanouka. Et c'est les rabbins alsaciens qui surveillaient eux-mêmes les différentes étapes jusqu'à l'emballage des azim. Et autrefois, les matzot étaient faites dans certaines communautés et vendues aux chefs de famille. Et à l'époque, on ne connaissait pas la matzah shemura, la matzah qui est fabriquée avec de la farine dont le blé est surveillé depuis la moisson. Pour le Seder pascal, on avait ce qu'on appelle les matzos, des matzot plus épaisses, on les appelait les mitzvos matzot, que l'on perçait d'un trou pour les reconnaître. Et on trouvait dans certains bourgs ou des boulangers spécialisés dans la fabrication des matzot. C'est la photo 1, Yoav. Oui, alors on va commencer. Non, ça c'était avant. Oui, c'est ça, la photo 1. Ouais. Et c'était les fameux Matzebek qui fournissaient, c'est un dessin d'Alphonse Lévy, qui fournissait toute l'Alsace-Lorraine. Et à l'époque, la cache-route de leur production n'était pas vraiment mise en doute par personne. Je me permets de dire que sur le site de Michel, vous avez un excellent article du grand-père Warshawski qui parlait de l'industrialisation il y avait toute la polémique. Voilà, il y avait pas mal de polémiques. Oui, Michel? La première machine à fabriquer des matzot a été établie en Alsace, d'Afka. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Exactement. Le rabbin en a parlé à la dracha. Et il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, si c'est autorisé de faire à la machine, s'il fallait faire à la main. Il y a eu tout un... C'était aussi prendre le pain de la bouche de ceux qui le faisaient à la main. Donc, il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet-là, mais Harold, tu es plus qualifié que moi pour parler. J'ai abordé ce sujet à la Grande Choule ce Shabbat dernier, lors de Drachat Shabbat Agadol. Je n'avais pas précisé, non, tu as rajouté une précision, Michel, c'est qu'effectivement, les premières machines à fabriquer des matzot sont des machines alsaciennes. Moi, j'ai simplement parlé de l'industrialisation d'une manière générale, sans préciser que les premières machines venaient d'Alsace, qu'elles ont suscité une grande controverse. Ça, ce n'est pas uniquement en Alsace, c'était dans le monde entier. J'ai dit notamment donc, le fait que la machine remplaçant l'homme. Alors, bien sûr, au-delà du fait qu'on prenait le pain de la bouche des boulangers traditionnels, c'était peut-être aussi, j'ai dit lié à un problème purement d'halakha, que la matzah, normalement, doit être fabriquée vraiment pour Pessah et pour servir notamment celle que l'on va consommer le soir du Seder. Donc, même si Alain rappelait qu'il n'y avait pas traditionnellement en Alsace à proprement parler de matzah shmura, mais il y avait malgré tout ce qu'on appelait la matzah mitzvah, donc qui était une matzah spécifique qui était consacrée au Seder et qui doit être fabriquée dans l'intention de s'acquitter de la mitzvah, donc de consommer de la matzah le soir du Seder. Le problème se pose avec des machines. Les machines ne sont pas censées pouvoir réfléchir. Bien sûr, on appuie sur un bouton et puis elles se mettent en marche. Et donc, c'est posé la question de savoir, mais est-ce que lorsqu'on fabrique de la matzah avec une machine, la machine peut aussi fabriquer ou en tout cas être assimilée à un homme qui fabriquerait la matzah avec l'intention de réaliser de la matzah pour le soir du Seder. Et donc là, beaucoup de décisionnaires ont finalement tranché pour dire qu'il n'y avait pas de problème et qu'à partir du moment où celui qui appuyait sur le bouton qui déclenchait la machine avait l'intention de le faire pour le Seder, eh bien, c'était tout à fait valable. La question après, et la discussion était de savoir, est-ce que finalement, avec une industrialisation et donc un procédé qui était beaucoup plus rapide que le procédé classique, au contraire, on n'améliorait pas la cache-route
des matzot, puisqu'il y a très peu de temps entre le moment où on va mélanger l'eau et la farine et le moment où la matzah va sortir du four. Parfois, c'est 3 minutes, c'est extrêmement rapide. Nous, on ne doit pas aller au-delà de 18 minutes. Là, on a des records de vitesse, 3 minutes, 4 minutes entre l'eau qui est mélangée à la farine et le moment où la matzah va sortir du four. En réalité, déjà, dès qu'elle est dans le four, le problème est déjà réglé. Et là, je parle carrément le moment où elle va sortir du four et où elle est peu de temps après mise en sachet. Et pourtant, il y a toujours, bien sûr, une contrepartie. C'est ce que je disais Shabbat, c'est que lorsqu'on fait les matzot à la main, on a la possibilité de nettoyer de manière impeccable après chaque production les tables, les bâtons qui servent à enfourner la matzah, éventuellement les polir, ce qui, bien sûr, n'est pas possible avec des machines qui sont beaucoup plus difficilement nettoyables. Et c'est ce que j'expliquais Shabbat, donc la raison pour laquelle on a plusieurs types de production de matzot qui sont encore donc en vigueur jusqu'à aujourd'hui, dont cette fameuse matzah 18 minutes, dont j'expliquais qu'elle n'a pas la particularité d'être cuite en moins de 18 minutes. Les matzot traditionnelles, sans mention spécifique, je vous rassure, sont aussi cuites en moins de 18 minutes. C'est simplement la mention 18 minutes des matzot qui ont été fabriqués lors de productions qui, toutes les 18 minutes finalement, enfin, ou lors de donc toutes les 18 minutes, on peut avoir 2-3 productions en l'espace de 18 minutes, mais où l'on va démonter la totalité des installations pour intégralement les nettoyer et donc recommencer, s'assurer qu'il n'y ait plus de morceaux de pâte qui soient restés coincés et pouvoir recommencer la production voilà, dans la foulée. Donc simplement, Alain aussi, pour rajouter, Alain nous a donc dit qu'à l'époque, il fallait bien sûr s'y préparer à l'avance. On n'avait pas forcément la possibilité de produire aussi rapidement. Donc dès Hanouka, il fallait déjà commencer à produire les matzot. Je rappelle qu'aujourd'hui, et malgré l'industrialisation, on commence à produire les matzot déjà souvent beaucoup plus tôt parce qu'on a besoin de quantités qui sont tellement importantes aujourd'hui que la fabrication des matzot, elle commence parfois déjà vraiment au mois de septembre, au mois d'octobre, dès qu'on a eu les nouvelles récoltes qui ont été moissonnées en été, que la farine déjà a été fabriquée, eh bien, on commence déjà les productions de matzot. Pour Strasbourg, je vous révèle un scoop, pas un scoop, ça correspond un peu à ce que vous avez dit, Alain. Nous, en Alsace, dans notre dernière fabrique de matzot alsacienne, sous le contrôle du Bedin de Strasbourg, on commence en principe à fabriquer les matzot du cru, donc de l'année en question, souvent au mois de janvier. On a à peu près 3 mois de production de matzah qui permettent d'assurer suffisamment, en tout cas, de matzot pour l'ensemble des Juifs, en tout cas, qui consomment ces matzot. Donc, c'est à peu près 3 mois de production qu'on pourrait éventuellement un petit peu étirer, augmenter, mais qui, pour l'instant, sont au rythme, en tout cas, où on produit, sont largement suffisants pour assurer des matzot pour tout le monde. Mais à l'époque, il y avait dans les petites communautés, ils étaient servis par ce qu'on appelle les matzebek, qui étaient dans les bourgs, dans les villes un peu plus importantes, comme Saverne. À Saverne, on avait un matzebek avant la guerre, moi je ne l'ai pas connu, mais il y en avait aussi dans d'autres villes, et c'était des boulangers qui s'adaptaient chaque fois pour Pessah. À Saverne, c'était un boulanger juif qui transformait son magasin pour Pessah il avait tout ce qu'il fallait pour fabriquer ses matzot. Il y avait aussi à Mutterholz, il y a eu aussi à Bolvillers, il y a aussi. Oui, il y avait. Mais c'était un travail exténuant et puis il n'y avait pas une production suffisante. Petit à petit, ça a dû se développer d'une autre manière. Voilà, mais bon, j'imagine aussi que les matzot, du coup, coûtaient moins cher qu'aujourd'hui. On n'avait pas des matzot à 50 € le kilo. Non, c'est certainement pas. Et par rapport aux formes de matzot, est-ce que en réalité, les matzot, je pense que sans trop m'avancer, enfin, je veux dire, Alain ne me contredira pas, j'imagine, c'est du bon sens. Les matzot traditionnelles, qu'elles soient shmurot ou pas, en tout cas celles qui étaient faites par les boulangers traditionnels, étaient rondes. Oui, comme on le voit sur l'image. Hein. Voilà, on le voit sur l'image, d'ailleurs, exactement, sur le dessin d'Alphonse Lévy. Et les matzot carrés sont en réalité apparus avec l'industrialisation et ce sont les machines et les moules des machines et des industries qui ont donné cette forme carrée ou rectangle aux matzot. Et
Et cette régularité et ce prédécoupage aussi, ça arrivé bien plus tard. Les matzot traditionnelles étaient rondes et un peu irrégulières puisqu'elles étaient aplaties et roulées à la main. Donc forcément, on ne pouvait pas avoir de matzot qui étaient parfaitement uniformes. Et c'est ce qui donne un petit peu tout le charme aussi à ces matzot. L'une des premières fabriques en Alsace, c'était à Vasselonne. Hein. Oui. Et après, c'est sous-forêt. Voilà. L'année dernière, on a fait un zoom aussi sur le matzot de fabrication. À Souls, oui. Oui. Ouais. Ensuite, on peut continuer? Oui, avec la recherche. Donc, bien sûr, l'étape, une fois que tout le ménage a été fait donc pendant tout ce mois et qu'on a totalement débarrassé le chametz de la maison, bien sûr, arrive donc la veille de Pessah, au soir, cette traditionnelle recherche du chametz, donc le 13 Nissan au soir. Et donc là, la tradition qui est universelle, dans une maison, alors souvent on trouve ça un peu hypocrite puisqu'on a parfaitement nettoyé la maison. La maman a fait attention à ce qu'il n'y ait plus une miette de chametz et il y a souvent ces cris et ces moments de tension avec les enfants qui ne font pas forcément attention, qui rentrent encore avec le goûter de l'école. Et donc, on fait vraiment attention à ce qu'il n'y ait plus une miette de chametz, déjà souvent depuis quelques jours. Et arrive cette soirée de recherche du chametz où on va traditionnellement donc déposer, cacher ces petits bouts de chametz dans une maison qui pourtant, a priori, est déjà propre, totalement prête à accueillir la fête de Pessah. Et donc, a priori, en Alsace, on n'échappait pas non plus à ce minhag, à cette tradition de cacher un petit peu partout dans la maison des morceaux de chametz. Et Alain, donc vous me disiez, cacher, c'était donc la mère de famille qui avait l'habitude de cacher ces morceaux de chametz. C'était les enfants qui accompagnaient leur père à travers la maison et ils cherchaient les morceaux de pain que leur mère avait dissimulés un peu partout. C'est ce qu'on appelle en judéo-alsacien le chomotzpatl. Ça vient de la bedikat chametz. Et ça ne vient pas de bitoul. Moi, je pensais que batle, ça vient de bitoul. Oui, pardon, oui, c'est le bitoul, oui. Et ces restes de pain et les autres produits interdits à Pessah étaient rassemblés et brûlés. La grande joie des enfants était de brûler le chametz justement dans les villages. Ils allaient de maison en maison ramasser les restes de pain et d'autres aliments interdits à Pessah et en faisaient une flambée. Souvent, ça se faisait dans un des coins du cimetière. C'était pour eux aussi une occasion de récolter quelques pièces d'argent puisqu'ils allaient de maison en maison et en contrepartie, les familles leur donnaient un peu d'argent. Dans les villages surtout, on mangeait la veille de Pessah dans les cours pour ne pas amener de chametz dans les appartements qui avaient déjà été débarrassés de toute trace de pain, de farine, de pâte ou de bière et de tout ce qui à Pessah était interdit. Mais c'était vraiment une fête pour les enfants. C'était un peu aussi comme ça se faisait à Purim, où les enfants distribuaient les Mishlach Manot et puis ils recevaient aussi un peu d'argent. Il y avait comme ça des occasions qui permettaient aux enfants d'aller de maison en maison et de se faire un peu d'argent de poche. Et souvent, on leur demandait aussi d'en mettre une partie pour la tzedaka. Moi, je trouve ça très intéressant parce que malheureusement, ce minhag, qui est plus qu'un minhag, qui est une mitzvah, c'est d'ailleurs, je vous rappelle que lorsqu'on récite la bénédiction, la bracha annuelle de la bdikat chametz, parce que c'est une bracha qu'on ne récite qu'une fois l'an, la bracha n'est pas al bedikat chametz, mais al biou chametz. La bracha que l'on fait, qui nous a ordonné de brûler le chametz, puisque la finalité, ce n'est pas de trouver du chametz, c'est de brûler, de se débarrasser de ce chametz. Or, pour des raisons pratiques et techniques, on a de plus en plus de mal aujourd'hui à organiser cette cérémonie correctement. Et donc, la plupart des gens vont choisir d'autres moyens de se débarrasser de ce chametz, ou bien le jeter dans une poubelle publique, ou s'il y a quelques mètres, tout simplement les jeter dans la cuvette des toilettes. En tout cas, des moyens un peu plus pratiques et plus efficaces. Et c'est pas toujours facile d'organiser un feu. Quelqu'un qui habite en appartement, si vous commencez à faire un feu de camp sur votre balcon ou sur votre terrasse, je pense avoir des problèmes avec la copropriété. Donc, c'est finalement aujourd'hui un minhag qui malheureusement a disparu, alors qu'il est vraiment une cérémonie, une étape très très importante de cette fête de Pessah. Et donc, de voir qu'en Alsace, c'était vraiment célébré comme il se doit, c'est quelque chose… Ce qu'on fait encore, c'est on cachérise les ustensiles dans une cour avec un feu
Disons, voilà, donc on organise, oui, tout à fait. Ça, nous, on l'organise encore, mais même brûler, c'est toujours plus compliqué. Parce qu'on organise avec beaucoup vraiment des conditions de sécurité, cette fameuse cérémonie de cachérisation des ustensiles, effectivement. On fait ça quelques jours avant Pessah. Cette année, ce sera mercredi. Mais faire un feu, même pour nous, à la communauté, c'est très compliqué. On a des problèmes aussi avec le voisinage. Donc, on n'a jamais pu nous-mêmes l'organiser, cette cérémonie donc du Biur Hametz à la communauté. Et donc, c'est vrai que chacun se débrouille un petit peu comme il peut chez lui, ou éventuellement s'il a un ami ou quelqu'un qui peut se permettre de faire un feu ou qui a une cheminée. On se débrouille comme ça. Sinon, on trouve d'autres moyens de brûler le Hametz. Mais c'est intéressant de voir que je pense dans les campagnes, où c'était quand même plus facile de brûler le Hametz que peut-être dans les villes. Voilà, Roland Chic qui nous fait savoir qu'il y avait une tradition de garder une partie de la ficomane. Pour le brûler, intéressant. Oui, on le brûlait l'année suivante, oui. Je ne connaissais pas du tout ce minage. Si, ça, on le faisait aussi chez nous. Ça veut dire que la ficomane, on garde, on brûle. On garde jusqu'à Pessah, au Pessah suivant, et on l'ajoute au Hametz qu'on brûle. D'accord. Je rappelle qu'on a aussi l'habitude, alors ça, je ne pense pas que ce soit une habitude, une tradition particulièrement alsacienne, mais en tout cas qui s'est répandue aujourd'hui un petit peu partout, c'est de brûler son loulav. Et c'est Arba Minim, donc le loulav qui a déjà eu le temps de dessécher depuis Sukkot, pardon, avec les autres espèces, et de le brûler à ce moment-là. Et le principe est en réalité très simple et très logique, c'est que quelque chose qui a servi finalement à faire une mitzvah, on ne veut pas s'en débarrasser de manière dégradante, donc on n'a pas envie de jeter son loulav à la déchetterie, on préfère attendre une autre mitzvah, en l'occurrence celle de brûler du chametz, pour pouvoir à ce moment-là brûler aussi ce loulav qui a servi à réaliser une mitzvah, donc on le brûle avec le chametz au moment de cette cérémonie de la veille de Pessah. Et quoi avec la tradition peut-être moderne de vendre? Voilà, Yoav, tu m'as enlevé la question de la bouche. Oui. Je voulais demander à Alain ou peu importe, ou à Michel ou aux autres participants s'ils se souviennent qu'on avait à l'époque peut-être la tradition ou non de vendre son chametz, sachant que la vente du chametz est une tradition très ancienne. D'accord, elle ne remonte pas à 1000 ans, mais elle est arrivée quand même très précocement dans l'histoire donc de la communauté, parce qu'il a fallu s'adapter notamment à des entreprises, des commerçants qui avaient des gros stocks de chametz. Et donc, on a des traces très anciennes de ce procédé de vente du chametz. Et donc, m'intéressait aussi de savoir si en Alsace, on vendait son chametz ou on faisait tout pour s'en débarrasser avant Pessah. Oui, on le vendait aussi. On le vendait soit au rabbin de la communauté, ou bien on le vendait symboliquement à un voisin ou à un ami non juif. D'accord, alors c'est une tradition qui était depuis… Ça existait aussi, oui. D'accord. Mon père faisait un contrat avec une des voisines de l'immeuble à laquelle il vendait le chametz chaque année. Oui, c'était une tradition de… Oui, maintenant, l'après-midi de la veille de Pessah, on s'occupait du plateau de Pessah. Il n'a pas l'air très alsacien, ce plateau. Hein. Et en Alsace, les ingrédients étaient placés selon leur ordre d'utilisation. C'est-à-dire que devant le balabaït, l'eau salée et le karpas, la verdure. Plus loin, en deuxième position, les herbes amères, le maror et le chachosset, qui rappellent les briques fabriquées par les Hébreux esclaves en Égypte. Et tout au fond, il y avait l'œuf et l'os grillé que l'on ne consommait pas au cours du seder. Les trois matzot étaient placés soit dans un apron à 3 pochettes, soit sur la fameuse Seiterblot, le plateau du seder à 3 étages qui existait souvent dans les familles. Pour le karpas, on ne connaissait que le cerfeuil. Le radis, le persil et la pomme de terre, c'était en Europe orientale, mais c'est venu par la suite pour le persil. Et pour les herbes amères, le maror, on prenait de jeunes pousses de salade que l'on ne trouvait qu'à cette époque. Et les paysans même s'arrangeaient pour les avoir avant Pessah pour leur clientèle juive. Et puis, il y avait le réfort, évidemment, râpé ou non,
surtout pour le sandwich matzah maror appelé korer. Et ça, c'était aussi, on privilégiait le réfort non râpé pour en faire un sandwich avec les deux bouts de la matzah. Alors, j'ai une petite question par rapport à l'assiette de matzot, 3 étages. Oui. Comment ça s'appelle? Eiterplat. Alors, demain, on va exposer ça dans le vitrine. André Metzger en a un très très beau en argent que j'ai déjà eu l'occasion de voir. Oui, il y en a de très beaux. C'est pas alsacien alors. Hein. Ouais, c'est pas... Pourquoi ces 3 étages? Pour les 3 matzot. Pour les 3 matzot. D'accord. Parce que donc, la tradition le soir du Seder est de placer 3 matzot, une qui représente le Kohen, l'autre qui représente Lévi et le troisième qui représente donc Israël. Et donc les 3 étages qui accueillent chacun donc une de ces 3 matzot. C'est vrai que là aussi, si on s'éloigne de l'Alsace, on trouve vraiment énormément de traditions différentes pour la manière de disposer ces matzot. Certains donc, placent les 3 matzot sans napperon ou sans les mettre dans des compartiments différents et posent directement à même les matzot les différents éléments du seder. Certains vont intercaler donc, un apron entre ces matzot et les éléments du seder, mais il y a une tradition qui existe, il me semble même dans le monde aujourd'hui, Chabad, de poser carrément les éléments directement à même les matzot, dont voilà, Michel nous ramène un exemple de plateau à étage. Donc on plaçait les matzot et bien sûr au-dessus, au sommet du plateau, donc les différents petits napperons. C'est le plateau. Voilà, le plateau avec les différents éléments du. Et le tissu rideau qui cachait les matzot en fonction de. Voilà, du moment, parce que dans la Haggadah, on passe son temps à découvrir les matzot ou au contraire à les recouvrir. Et donc, ce tissu, effectivement, rideau un peu long, permet, en le soulevant, de découvrir les matzot lorsqu'il faut les découvrir tout au long du Maguid ou au contraire de les recouvrir au moment où les matzot. C'est une espèce de rideau pour pouvoir ouvrir et fermer c'est très, très pratique. Le plateau. Alors, est-ce que même ça, c'est typique de chez nous? Comment? Ça, c'est pas typique de chez nous. Ça, c'est typique. Chez nous, on faisait des plateaux assez rudimentaires. Quelquefois, c'était même des menuisiers qui en fabriquaient pour les juifs du village. Et c'était 3 plateaux superposés. Certains étaient plus ou moins bien faits, mais ça se conservait d'année en année et ça rendait service. C'était celui de mon beau-père. D'accord. Et quoi avec le Afikoman? Alors attends, juste Yoav, on voit que donc Alain nous a donc expliqué que la tradition en Alsace était de placer les aliments sur le plateau du Seder selon l'ordre d'utilisation, contrairement donc à la tradition kabbalistique qui est aussi très répandue aujourd'hui et selon laquelle on place les aliments du Seder selon un ordre bien précis, donc qui répond cette fois-ci à une logique kabbalistique et pas forcément à l'ordre d'utilisation. Et donc c'est très facile. En fait, on a 2 ségols. Donc, le ségol, cette fameuse voyelle E, donc c'est vraiment un peu de manière triangulaire. Donc, on va avoir deux éléments placés l'un à gauche, l'un à droite, tout en haut du plateau. Donc, ils sont l'œuf, justement, et l'os. On va avoir le maror qui est placé juste en dessous, au milieu. Et puis, après, de nouveau, pareil, on va replacer 2 éléments, un à l'extrémité droite, l'autre à l'extrémité gauche, et de nouveau, un qui sera vraiment à l'extrémité sud, on va dire, du plateau, tout en bas, donc vraiment comme en 2 formes de ségol. Et c'est donc la tradition kabbalistique aujourd'hui qui est utilisée finalement pour répondre à une autre logique que celle qu'Alain vient d'évoquer et qui donc d'ailleurs pose un problème, on va dire, d'organisation technique pour nos amis séfarades qui, eux, n'utilisent pas 2 types de maror, puisque là, sur la photo, que l'on peut observer, on a effectivement 6 éléments différents, avec le maror représenté sous 2 formes différentes, la salade et on le voit donc de l'autre côté du cerfeuil, le réfort. Alors là aussi, on va y revenir, mais c'est vrai que on a de nombreuses traditions qui existent et ce qui est intéressant, c'est bien sûr la tradition alsacienne sur l'utilisation simultanée ou non justement de ces 2 formes de maror. La tradition séfarade n'est pas du tout d'utiliser de réfort et donc on ne va utiliser que des herbes amères, alors qui peuvent être ou bien pour certains des endives, pour d'autres de la romaine, et auquel cas, si on veut combler les 6 parties du plateau, il y a deux parties dans lesquelles il faudra mettre la même chose, c'est le fameux maror et l'autre partie qu'on appelle chazeret, mais qui seront remplies avec les mêmes éléments. La chance qu'on a dans la tradition ashkénaze,
c'est comme on a 2 types de maror, alors on peut combler chaque partie du plateau avec un élément vraiment qui est identifiable et qui est différent de l'autre élément. Au milieu, c'est la coupelle où il y avait l'eau salée. Voilà, alors la coupelle où il y avait l'eau salée, là c'est intéressant, elle est au milieu sur ce plateau. Oui. Dans beaucoup de traditions aujourd'hui, je tiens à le préciser, l'eau salée n'est pas posée sur le plateau. Vraiment, sur le plateau, on a dans la tradition kabbalistique que j'évoquais, qui a été reprise aujourd'hui par de nombreuses traditions, et on n'a pas de coupelle d'eau salée posée à même le plateau, elle sera posée à côté du plateau. Le charoset, bien sûr, est sur le plateau, on a les 6 éléments, mais on ne pose pas l'eau salée, qui d'ailleurs pouvait être dans une autre tradition ashkénaze et chez certains sfaradim du vinaigre et pas de l'eau salée, Oui. était donc posée en dehors du plateau. Attends, une petite question encore, Alain. On voit là un charoset très compact. Est-ce que ce charoset a l'aspect d'un charoset alsacien ou est-ce que le charoset alsacien était un peu plus liquide? On sait qu'on a des types de charoset qui sont très, très, très compacts. C'est le cas chez beaucoup de sfaradim où on utilise notamment de la date qui va rendre ce charoset compact, la date mélangée avec les noix et vraiment des fois un soupçon de vin doux pour venir un petit peu lier ces éléments, mais on a un charoset souvent qui ressemble plus à une pâte qu'à quelque chose de semi-liquide. Et j'ai l'impression que chez les Ashkenazim, enfin dans mes souvenirs, on avait quand même un charoset qui était un peu moins compact que le charoset. C'était fabriqué surtout avec des pommes et du vin. Et ça avait un aspect, c'est vrai, ça dépend des façons de le préparer, mais c'était quand même assez compact. Mais là, c'est vrai, sur la photo, ça paraît plus compact qu'à l'ordinaire. Mais en fait, la base, tu as raison, la base des charos était différente. Les fruits sont différents. Oui, mais c'était surtout à base de vin et de pommes pour donner la couleur de l'argile, en fait. Oui. Je rappelle que la tradition, quel que soit encore une fois son minag et quelle que soit la communauté de laquelle on est originaire, la tradition en principe là, qui est vraiment commune à l'ensemble des communautés est d'utiliser des fruits qui sont utilisés par nos sages dans les textes de la Torah, les textes du Nar, des prophètes ou des hagiographes, et qui sont utilisés pour comparer ou pour en tout cas nous présenter sous forme métaphorique le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël est tantôt comparé à une date, tantôt comparé à une pomme. Il y a plusieurs fruits qui sont utilisés, notamment dans le Cantique des Cantiques. Et ce sont ces fruits-là auxquels on donnait priorité pour préparer le charoset. Et je pense qu'il y a une autre donnée qui s'ajoute, bien sûr. C'est ce qu'on trouvait à cette saison. Je pense qu'en Alsace, on ne trouvait pas de date. Donc on aurait eu du mal à utiliser des dates pour faire du charoset. Donc on était aussi, je pense, très pragmatique et on utilisait des fruits qui étaient tout simplement disponibles sur le marché à ce moment. Harold, on demande pourquoi il fallait cacher les matzot sur le plat du Seder. Alors, ouais, c'est une question très intéressante. Bien sûr, on va voir que tout au long, en réalité, du texte du Maguide, il y a des moments où on découvre les matzot et des moments où on les cache. On découvre les matzot à des moments où, justement, on veut parler de la matzah. On va expliquer ce qu'est la matzah et donc là, on doit la montrer à tout le monde puisque c'est justement elle qui est l'objet de toutes les interrogations. On va parfois, au contraire, cacher la matzah parce que justement, c'est l'absence de cette matzah qui va permettre de susciter d'autres questions. Et c'est ce qui est très intéressant le soir du Seder, c'est à la fois de pouvoir susciter d'autres questions qui ne tournent pas nécessairement autour de la matzah, parce que souvent, c'est vrai, on associe Pessah uniquement à la matzah et on a peut-être tendance à oublier toute une autre dimension de la fête. Donc, il y a une volonté que la matzah peut-être ne vienne pas supplanter et peut-être un petit peu effacer les autres éléments du Seder et d'autres dimensions extrêmement importantes le soir du Seder. Et je crois qu'à la fois aussi, ce jeu de cache-cache avec la matzah, il est tout à fait significatif de toute l'ambiguïté qui se cache derrière cette matzah. La matzah, on le sait, c'est à la fois le pain de la liberté, mais c'est aussi le pain de la pauvreté, puisque lorsqu'on commence le Seder, on commence avec ce texte en araméen où on dit « Voici le pain de pauvre que nos ancêtres mangeaient en Égypte », puisque c'est cette matzah-là qu'on leur donnait et qui, on le sait, restait très longtemps dans le ventre, donc qui était assez économique pour les Égyptiens et qui leur permettait d'assurer une subsistance donc à moindre coût et à la fois de ne pas avoir à leur fournir de repas de manière trop fréquente, qui permettait aussi de gagner sur le temps de travail. Donc il y a cette ambiguïté, à la fois une matzah qui représente le pain de pauvreté, à la fois une matzah qui est cette pâte qu'on n'a pas eu le temps de faire cuire parce qu'on est sorti très rapidement d'Égypte. Et je crois qu'avec ce jeu de cache-cache tout au long du Seder avec la matzah, tantôt cachée, tantôt découverte,
on veut aussi évoquer un petit peu cette ambiguïté et le fait que finalement, c'est ça, finalement, être un juif, c'est accéder à cette condition finalement d'homme libre, c'est la savourer, mais en se rappelant qu'elle reste toujours fragile, qu'elle reste toujours un petit peu précaire et qu'on doit avoir aussi cette humilité. Être libre, accéder à cette liberté le soir du Seder, ce n'est pas se départir non plus de cette humilité qui est la nôtre et de cette conscience de la fragilité de la situation qui est la nôtre. Et par rapport au plateau du Seder, il fallait surtout pas prévoir un repas qui comprend un des aliments qui figure sur le plat du Seder. C'est pour ça que on ne mangeait ni viande grillée ou rôtie et pas de salade. Et surtout pas d'œufs. Ça, Alain rappelait, parce que alors, la viande grillée, ça s'est partagé vraiment par l'ensemble des communautés. Donc, on ne mange pas la viande grillée le soir du Seder pour ne pas avoir l'impression que l'on consomme du fameux Korban Pessar, du sacrifice pascal. Et donc, la tradition était de faire d'autres plats de viande bouillie. Donc, ça va limiter quand même, c'est vrai, le choix des repas le soir de Pessar. Souvent, on a envie de manger une bonne épaule d'agneau, une bonne viande rôtie au four. Ce n'est vraiment pas la tradition de l'ensemble des communautés. Il n'y a pas de problème pour le midi, mais pas pour le soir du Seder. Le plateau, l'os, lui, grillé, ne peut pas être consommé non plus le soir du Seder, mais il est dans certaines traditions, notamment dans la tradition polonaise, consommé le midi. Par exemple, le lendemain midi, on a l'habitude de consommer l'os, ou alors pour ceux qui font 2 sdarim, on attendra peut-être le deuxième midi, si on n'a qu'un seul os, sinon après on est un peu embêté pour le deuxième soir. Mais donc la tradition était de consommer l'os éventuellement le deuxième midi. Et en tout cas, l'œuf, là, il y a une tradition, et j'avoue que comme j'ai pratiqué cette tradition pendant des années, je continue à l'observer parce que je la trouve très très belle, même si elle n'est absolument pas alsacienne. C'est de consommer l'œuf du plateau du Seder et de commencer le repas du Shulchan Aruch justement par la consommation de l'œuf. Alors en réalité, ce n'est pas l'œuf du Seder que je consomme, parce que l'œuf du Seder poserait aussi problème, c'est un aliment grillé. Alors ce n'est pas une viande grillée, on a le droit de manger d'autres aliments. Hein. L'interdiction de consommer du grillé le soir du Seder ne se rapporte en principe qu'à la viande, pas à d'autres aliments, ça pas à des légumes, ou c'est principalement à la viande. Certains vont peut-être l'étendre aussi à d'autres aliments, mais c'est pas, on va dire d'après la loi stricte, c'est vraiment à la viande. Mais en tout cas, la tradition est de consommer un œuf. Alors que ce soit celui du plateau du Seder ou un autre œuf, surtout si on veut en donner à tous les invités, on ne va pas se partager en 20 ou en 30 l'œuf du Seder, c'est de faire d'autres durs, d'en préparer à l'avance et de commencer le repas du Shulchan Aruch, le repas du Seder, par la consommation d'un œuf bouilli, l'œuf rappelant Tisha B'Av, la soirée donc de Tisha B'Av, du 9 Av, donc de moment qui marque la destruction du temple et qui tombe toujours le même soir que le soir du Seder. Si le soir du Seder est un vendredi soir comme cette année, eh bien le 9 Av sera un vendredi soir. Ça sera le cas cette année, c'est pour ça que Tisha B'Av sera repoussé au dimanche, parce qu'on ne jeûne pas le Shabbat, mais le 9 Av coïncide toujours le même soir de la semaine que le soir de Pessah, et donc on fait allusion à ce moment de Tisha B'Av par la consommation de cet œuf. Ouais. Pourquoi retire-t-on l'œuf et l'os du plat du Seder pendant la soirée du Seder et on le remet ensuite? Pourquoi, pardon, Michel? J'ai pas... On retire l'os et l'œuf du plateau du Seder à un certain moment et on le remet par la suite. Ah, on pourra les retirer à un moment du soir du Seder. Alors, en réalité, je ne me rappelle pas à quel moment on les retire. Oui. Je sais que certains, enfin, en tout cas, dans la Haggadah traditionnelle, il n'y a pas de moment où on retire. Il y a un moment où on retire tout le plateau, éventuellement pour le Manishtana. Certains simplement vont se contenter de couvrir les matzot. Mais là où tout le monde ne fait pas forcément et où les traditions vont un petit peu diverger et tout le monde ne va pas forcément remettre la totalité des éléments ou du plateau sur la table, c'est pour la fin du Seder. Là, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de traditions différentes. Je ne sais pas quelle était la tradition alsacienne, mais on verra que pour la fin du Seder, alors qu'on a enlevé souvent le plateau pour des raisons tout simplement de confort pour pouvoir prendre le repas, tout le monde n'a pas l'habitude de remettre le plateau avec tous les éléments, alors que dans certaines traditions, on fait attention vraiment que jusqu'à la dernière chanson et jusqu'à la fin du Seder, eh bien, il y ait la totalité des éléments qui soient présents. D'ailleurs, je n'ai pas demandé avant le Ol Achmo Agnodi, il y a marqué dans la Haggadah, on enlève l'œuf et l'os du plateau et on soulève le plateau. Et après, au Ol Achmo Agnodi, on remet
ces deux éléments en place. Ben, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup perdu de la tradition Hassem, parce que c'est vrai que dans la plupart, dans les 99% d'Agadot classiques, ne figure pas cette mention. Donc ça, je pense que c'est vraiment aussi un minag qui doit être typiquement alsacien, et donc auquel finalement, c'est une excellente question, Michel. Vraiment, du coup, je n'ai pas de réponse, mais… L'année prochaine, au Zoom de l'année prochaine. Hein. Peut-être non, peut-être une réponse. Enfin, la première qui me vient à l'esprit, mais bon, il faudrait dans ce cas-là enlever tous les autres éléments. Ça ne serait pas que l'œuf et l'os, ça serait aussi le reste des éléments. C'est que puisqu'on dit voici le pain de pauvre, alors on veut peut-être se focaliser justement sur la matzah, que notre attention ne soit pas détournée par les autres éléments, puisqu'on insiste sur la matzah. Et peut-être aussi que puisqu'on parle de pain de pauvre, on ne laisse sur le plateau du Seder que des éléments justement qui s'apparentent à la nourriture du pauvre. Donc les herbes amères, le mortier qui accompagne les herbes amères, le maror, le réfort, le karpas qui n'a pas beaucoup d'importance finalement, qui pourrait être aussi assimilé à une nourriture de pauvre, tandis que le korban Pessah, la viande du sacrifice pascal, et l'œuf qui est celui du korban chagiga, du sacrifice qu'on apportait les jours de fête, font plutôt allusion à un repas de fête et au repas du riche plus qu'au repas du pauvre. Donc le fait d'enlever les éléments que l'on peut assimiler plutôt au repas du riche, à mon avis, permet d'expliquer pourquoi lorsqu'on récite ce halachmania et qu'on veut inviter le pauvre, eh bien, on fait en sorte de ne pas manifester de côté trop ostentatoire qui serait un petit peu en contradiction avec le message d'ouverture de la Haggadah. Si Harold me le permet, j'ai une autre explication à donner. C'est simplement on enlève l'os et l'œuf du plateau du Seder parce que ce sont les deux aliments que nous ne mangeons pas. Et donc qui rappelle, comme tu l'as dit, ce qui se passait au temple à Jérusalem, mais comme tout le reste qui se trouve sur le plat du Seder sera consommé, eh bien, ce qui est consommable et consommé reste sur le plateau du Seder, mais ce qu'on ne consommera pas sera mis en dehors du plat du Seder. Et puis, pardon ? J'aime beaucoup cette explication. Je souscris. D'autre part, si tu le permets également, je voudrais faire une remarque à propos des matzot qu'on couvre et qu'on découvre. Si on regarde bien la Haggadah, on remarque qu'on couvre les matzot, surtout lorsqu'on prend le kos de vin, quand on bénit Dieu, quand on rappelle tous les bienfaits de l'Éternel. À ce moment-là, on cache les matzot. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas mélanger la tristesse que représentent les matzot et la joie que nous avons de louer l'Éternel. Oui, c'est une réponse qui tient tout à fait la route aussi, et voilà, que je trouve vraiment, c'est toute la beauté finalement aussi de ces explications. C'est leur richesse, parfois c'est cette dimension totalement opposée qu'elles ont et pourtant qui rentre parfaitement finalement dans le cadre. Et j'ai dit, c'est toute l'ambiguïté finalement de la matzah, c'est que la matzah c'est à la fois le pain du pauvre, et c'est à la fois le pain de la tristesse, ce sont les souvenirs égyptiens, et à la fois c'est ce pain de l'espoir, mais le fait, finalement, cette contradiction qui peut exister entre le vin qui représente cet espoir et la matzah qui représente des souvenirs passés un peu plus douloureux, c'est le respect. D'ailleurs, Michel, je rajoute même sur ce que tu viens de dire, que c'est aussi l'explication, la raison pour laquelle on couvre aussi les chalotes tout au long de l'année. On ne veut pas faire honte, c'est-à-dire que lorsqu'on fait le kiddush, ça paraît complètement dérisoire et presque absurde de se dire mais finalement le pain n'a pas d'émotion ni rien, mais le pain auquel on devrait donner préséance, puisque la matzah a mis la beracha, la bénédiction de Hamotzi Lechem Minaretz, et a priori la bénédiction la plus prestigieuse, c'est celle après laquelle à la fin du repas on récitera le Birkat Hamazon, donc la plus longue bénédiction, et qui n'existe pas pour le vin. Pour le vin, on a une bénédiction finale qui est beaucoup plus courte, et la bénédiction sur le vin n'arrive qu'en deuxième position, dans l'ordre d'importance. Et bien, puisque le kiddush, on va donner préséance à la bénédiction sur le vin, on couvre aussi les matzot pour ne pas créer de conflit entre les matzot, entre le pain et le vin. Et on retrouve un peu cette idée le soir du Seder, on ne va peut-être pas créer de conflit non plus entre le vin, les moments où on va soulever sa coupe de vin, et ces matzot. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque le vendredi soir, eh bien, on couvre les chalotes parce qu'on fait d'abord une mitzvah, celle sur le vin, et lorsqu'on a terminé une mitzvah,
alors on découvre Tout à fait. on découvre les halot pour faire l'autre mitzvah, pour qu'il n'y ait pas justement j'allais dire, de jalousie entre les deux mitzvahs. Exactement. On peut passer à la photo suivante. Alors, pour la lecture de la Haggadah, le soir du Seder, la Haggadah, comme on dit, elle était plutôt psalmodiée en général. Et en général, il n'y avait pas beaucoup d'explications. Rares étaient les chefs de famille qui en commentaient le texte, même s'ils en traduisaient quelques passages. Le Manishtano et ces 4 questions étaient réservées aux plus jeunes enfants qui, au cours de la soirée, donc, s'arrangeaient pour chipper l'afikoman, sans lequel on ne pouvait pas terminer le Seder. De là, il y avait une expression en judéo-alsacien, Echot timat sekekanef, il a volé la matzah, et cette expression est devenue en Yiddishkeit, il a tiré le gros lot. On attendait surtout les passages chantés à la fin de la première partie, et qui étaient entonnés par tous, notamment Vehi chez Omdo, c'est ce qui nous a permis de survivre, nos pères et nous, et puis certains passages du Hallel. Et alors arrivait le repas si attendu, qui comportait de la carpe à la juive, un bouillon avec des boulettes de matzot. On peut faire la photo 5. Alain, juste une petite question qui m'arrive par rapport à l'illustration. Le kissé d'Eliaou, est-ce que c'est intégré aussi dans la tradition locale? Oui, tout à fait. Il y avait la 5e coupe. D'accord. Non, le kos, toi tu parles non, Yoav, toi tu parles pas du kos d'Eliaou. Non, pas des kos, mais de la place pour Eliaou. Non. Ce qu'on voit sur la photo, là, le chef de famille assis sur un trône imposant, ça c'est simplement une chaise confortable, mais je pense pas qu'on utilisait en Alsace non, il n'y avait pas la chaise ça. d'Eliaou pour asseoir on a gardé la place pour lui. Il y avait la coupe pour Eliaou Hanavi. D'accord. Il n'y a pas de place, il n'y a pas une place qui était laissée libre à table pour Eliaou Hanavi. Et donc, c'était les fameuses boulettes de matzot, les matzot neflish, sans lesquelles le seder n'aurait pas été un seder, puisque selon l'expression, Peiser ohne matzot neflish, je n'ai pas Peiser. Un Pessar sans les matzot neflish n'est pas un Pessar. Et comme on ne pouvait pas manger de viande rôtie ou grillée, on servait du bœuf ou de la volaille bouillie. Et comme dessert, il y avait souvent un matz charlotte. Charlotte, ça viendrait du vieux français chaloir, quelque chose qu'on tient au chaud, ou des krimserlich. Ça vient du vieil allemand krimsel, les galettes. Et là, des galettes de matzot grillées au sucre et au vin. Enfin, il y a différentes recettes. Et après avoir mangé la fikoman, on fait le bench, et puis un enfant ouvrait la porte pour accueillir le prophète Élie qui devait annoncer le Mashiach. Alors Alain, voilà, Alain a rappelé une tradition alsacienne, donc bien sûr la culinaire très importante qui est celle de ces matzot neflish, donc appelé aussi Kneidler de l'Est, on va dire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans certaines traditions, on ne consomme pas d'aliments fabriqués avec de la matzah ou de la farine de matzah qui a été en contact avec de l'eau. Donc, on évite la matzah, même une fois fabriquée, de la mettre en contact avec du liquide, donc ce qui vient exclure du coup la préparation de tous les aliments à base de farine de matzah, ce qu'on appelle donc gebrokt en yiddish, et donc qui n'est pas du tout une tradition alsacienne et qui n'est pas du tout non plus une tradition de beaucoup de juifs lituaniens. Moi, pour plusieurs raisons, c'est vrai, ces dernières années, à titre personnel, et après avoir passé aussi beaucoup de Pessar pendant des années dans des séjours où on n'en consommait pas, pris l'habitude de ne pas en consommer non plus. Il faut savoir que ce minag-là, cette tradition a été un peu controversée, puisque par définition, une matzah qui est sortie en tant que matzah du four ne peut plus jamais devenir chametz. Parce qu'à partir du moment où elle est sortie comme matzah, elle a été cuite, je peux la laisser tremper pendant une semaine entière dans de l'eau, elle ne pourra plus jamais devenir du chametz. Elle ne peut devenir du chametz que de la farine qui est encore à l'état de farine et qu'on aurait laissé fermenter trop longtemps avec l'eau. La matzah, une fois qu'elle est matzah, elle sera matzah à vie, ce qui me permet d'ailleurs de vous dire au passage que si vous avez des boîtes de matzot d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans qui ont été bien conservées et qui sont encore dans leur sachet d'emballage, elles sont parfaitement consommables pour Pessah, et que souvent la date de péremption
elle coïncide comme par hasard avec 3 semaines avant le Pessah de l'année d'après. Ce qui va inciter les gens à racheter des matzot pour l'année d'après. C'est bien, ça fait tourner le commerce. Mais les matzot sont parfaitement consommables à partir du moment où elles sont kasher les Pessah. Un produit kasher les Pessah, les à vie. Voilà, que ce soit pour les matzot ou que ce soit pour n'importe quel autre produit. Et c'est la raison pour laquelle la tradition de ceux qui ne consomment pas cette matzah trempée pendant tout le Seder, pendant tout Pessah, est le dernier soir de Pessah, donc en l'occurrence en dehors d'Israël, le 8e jour, le dernier soir, de consommer justement ce soir-là la traditionnelle soupe avec les matzah kneflish ou les kneidler, justement pour montrer que tout ceci n'était qu'un minag, n'était éventuellement qu'une khumra, c'est-à-dire une mesure de rigueur, mais qu'en aucun cas on ne veut invalider la position de ceux qui consomment tout au long de Pessah ces plats à partir de farine de matzah. Donc, il est très important de montrer le dernier jour de Pessah qu'au contraire, on vient tremper sa matzah dans l'eau, on vient manger ces aliments faits à partir de farine de matzah pour ne pas remettre en question tout ce qui a été fait par le reste de la communauté pendant le reste de Pessah. Donc, c'est aussi un moment. Le matzah café à tous ces braves gens qui ont l'habitude de prendre le matzah café durant tout Pessah, ils seraient fort malheureux. Voilà, exactement. Et j'avoue que ça, c'est peut-être la chose qui me manque le plus, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que le… Mais bon, alors on peut le consommer le dernier jour de Pessah ou alors en dehors pendant toute l'année. Mais c'est vrai que celui de Pessah, il a un goût particulier, j'avoue. Qui ne ressemble pas à celui du reste de l'année, c'est vrai. Dans la seconde partie de la Haggadah, il y a ces fameux chants-là dont on a entendu quelques extraits. Ils étaient chantés en hébreu et dans une traduction judéo-allemande. Les anciennes Haggadot imprimaient toujours à côté du texte hébraïque la version judéo-allemande. Les plus connus, c'est les 3 qui sont dans toutes les Haggadot, c'est Adiru, Kalbenei, Benei, Vaisro Bekorov, Dieu Tout-Puissant veuille restaurer le temple bientôt. En Yiddishkeit, Shira, le chant de Adiru, et cela se dit Al-Meshtikerkot, Bau dein Tempel Shir. Là, il y a une petite anecdote qui est rappelée notamment par le rabbin Warshawski. Certains juifs de Chirofen, en judéo-alsacien, Shir, confondaient les mots et ils étaient convaincus que le 3e temple serait érigé dans leur village. Parce que leur village, on l'appelait Shir. Elle espère encore Dora. Et ce chant est à l'origine de la coutume, justement, de souhaiter Paurekut construisait bien avant les 2 soirées du Seder. Le deuxième chant, c'est le chant des nombres, comme on dit, Echod Miodea, en judéo-allemand, Wer weiß eins, ein das weiß ich, einzig ist unser Gott, der da lebt und der da schwebt in dem Himmel und auf der Erde. Un qui sait, moi je sais, c'est notre Dieu qui se trouve sur la terre et aux cieux. Et puis le 3e chant, c'est le fameux Chad Gadyo, Einziglein, Echad gekauft mein Väterlein 2 Pfennig, un chevreau que mon père avait acheté pour 2 sous, et ainsi de suite. Il faut dire que la seconde partie du Seder était plutôt bâclée pour justement privilégier les chants qui étaient repris en chœur après le Piyut, Chassal Sidur Pessah, la fin du Seder de Pessah, qui achevait la soirée pascale avant que ne s'ajoutent justement les textes de ces chants dont on vient de parler. On n'a pas évoqué le problème des kitniot chez nous en Alsace. Non. Si, enfin, on interdisait certains mets. J'imaginais que les légumineuses n'étaient pas voilà, c'est ça, en Alsace. Les légumineuses étaient interdites depuis toujours. Oui. Il y a quand même une différence, enfin, quand même on va dire, un côté permissif par rapport à certaines traditions plus restrictives en matière de consommation de kitniot, et qui d'ailleurs aujourd'hui qui a une grande répercussion pour le plus grand bonheur, je pense, des consommateurs, sans quoi ça limiterait encore plus les aliments, et je sais de quoi je parle, c'est ce qu'on appelle shemen kitniot. Donc dans les kitniot, vous avez toutes les légumineuses, donc elles sont très nombreuses, c'est la moutarde, le soja, toutes les graines, les petits pois, pour certains, alors ça je sais c'est controversé aussi, certains s'abstiennent aussi d'haricots verts, vous avez tous les pois cassés, etc. En tout genre, les haricots rouges, haricots blancs, etc. Et les fèves, bien sûr.
Donc, il y a ce qu'on appelle aussi shemen kitniot, c'est-à-dire qu'un produit qui n'est pas justement, qui est issu lui-même d'une légumineuse. Donc, je vous donne un exemple. Le tournesol est considéré comme une légumineuse. Shemen kitniot, c'est le produit que l'on va extraire de la légumineuse. C'est l'huile que l'on va extraire de la légumineuse. Et donc, la tradition alsacienne est de ne pas interdire ces produits. Donc, c'est quand même vachement pratique, notamment au niveau de l'huile, le tournesol, le colza. L'huile que l'on va extraire du kitniot lui-même est totalement autorisée. Et ce qui va, donc, j'ai dit, donner la possibilité aux juifs alsaciens d'utiliser l'huile de tournesol ou tous les produits faits à base de tournesol, de colza, puisqu'ils ne sont faits qu'à base de shemen kitniot, ce qui n'est pas le cas de nombreuses communautés d'Europe orientale, où là, on va être plus restrictif, plus sévère et s'abstenir également de ce que l'on appelle justement shemen kitniot, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas à proprement parler des légumineuses, mais uniquement des produits dérivés justement de ces légumineuses. Justement, pendant la semaine de Pessah, Michel a parlé là du fameux matzah café, c'était une tradition, et l'interdiction justement de manger les légumes secs, ça limitait les repas aux pommes de terre ou aux épinards que l'on faisait couper chez le paysan avec un couteau, bien sûr, yon teftik. Le paysan prenait un couteau qu'on lui apportait, et par ailleurs, on mangeait beaucoup d'œufs durs. Et les ménagères s'ingéniaient à diversifier leurs repas. Entre autres, il y avait les fameux rösti matzos, les matzos revenus dans de l'huile ou de la graisse, on en faisait des boules. Elles étaient le pendant salé des krimserlich sucrés qu'on avait comme dessert comme dessert pendant le seder. Et on sait qu'en Alsace, on faisait grand usage de graisse d'oie, puisqu'on le préparait. On l'avait préparé depuis Hanouka, et on en gardait les cuisses et la poitrine ainsi que toute cette graisse pour toutes ces préparations qui sont propres à Pessah. Est-ce qu'il y a une autre diapo après ça? Non. C'est la dernière. On peut aussi parler de la liturgie, hein, Michel. Moi, j'aimerais bien que Michel nous fasse un petit texte traditionnel de la Haggadah ou de Pessah. C'est très gentil, merci. Et, Michel, je crois que tu as préparé quelque chose, non? Non, j'ai rien préparé, moi c'était… Oui. Michel, nous on veut du direct. Voilà, c'est ça, on veut live. Michel, on veut pas une cassette. Ça veut pas tout. Pardon? Non, là, parce que les Juifs d'Alsace étaient très stricts sur le plan du chant. Il fallait vraiment le chanter comme il faut. Il ne fallait pas modifier les airs. Les airs, c'était très important, ça faisait partie de la fête. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alain, parce que durant toute ma carrière, il n'était pas question que je chante quelque chose d'autre que la tradition de la communauté. Et il y avait à Mulhouse, comme à Metz ou à Strasbourg, il y avait des personnes, à Mulhouse c'était Monsieur Rotet, donc le père de Michel, il était extrêmement vigilant lorsque je faisais les offices ou quelqu'un d'autre, il fallait chanter les airs traditionnels. Et gare à moi si je ne chantais pas exactement l'air de la communauté de Mulhouse. Hein. Le Razan qui confondait les airs, il était critiqué. Oh là là, oh là là. Vilipendé. Ah oui, oui. Bon, Michel, c'est à toi. Bon. Oh, doula doshem kitov, ki le olam chazdo, yomarno Yisrael, כי לעולם חסדו יאמרונו בית אהרון כי לעולם חסדו יאמרונו ירא השם כי לעולם חסדו. Alors ça, c'est l'air spécifique de Pessah. C'est-à-dire que même le Kaddish, je le fais sur cette air-là. Évidemment, le Hodo, le Ono, Miromocho, tout ça se fait sur l'air. Oui, c'est vraiment l'air traditionnel. C'est l'air traditionnel de Pessah. Shiramalos, du Birkat Amazon aussi. Bien sûr, Shiramalos bien aussi. sûr, Shiramalos, évidemment. Oui, oui, oui. Donc, chaque air, à chaque fête,
il y a toujours eu l'air liturgique spécifique à la fête. Et c'est vrai pour chaque fête. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. On ne chante pas à Sukkot des airs de Pessah ou à Shavuot des airs de Sukkot ou des airs de Hanouka. On n'a jamais mélangé les airs liturgiques dans la tradition alsacienne. Dans certaines choules, on est encore vigilant. Ça devient rare. Hein. Ça devient très rare. Comme il y a presque plus de Chazal et de Rabbi Ashkenaz, ça devient très rare. Alors, on termine Pessah. Oui. Est-ce que vous avez une autre chose à ajouter, Alain? À la fin oui, juste quand Pessah est fini, il y a la fameuse Rumpelnacht. C'est Rumpeln, ça vient de l'allemand Rumpeln, faire du tapage, et qui marque la fin des 8 jours de fête. Quand à la nuit, on ressort la vaisselle de toute l'année et qu'on le range soigneusement celle de Pessah. Et puis, quand tout est bien de nouveau en ordre, il y avait une tradition, on allait boire une bonne bière. Ah. si c'était encore ouvert. Ah oui, et si tu me permets, Alain, je voudrais rajouter également que, encore de nos jours, lorsque nous on fait le Rumpelt, eh bien, les Sfardim font la Mimouna. Oui. Et donc, combien de fois j'ai refusé de participer à une Mimouna parce que mon épouse avait besoin de moi pour le Rumpelt. Oui, justement. Le Rumpeln, c'était quelque chose, n'est-ce pas, Michel? Oh là là, et comment? Oui, oui. Moi, j'ai assisté au Rumpeln chez mon beau-père, ça valait la peine. Il n'y a pas de doute. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Harold, merci énormément. Pessah Kasher, Sameach, et Ba'oput à tout le monde. Merci Alain, merci à vous tous. À tous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.